Bienvenue pour ce dîner VIP proposé par Agora Manager Group avec notre partenaire, la société, le cabinet Avisia. L'occasion dans quelques instants de pouvoir découvrir plus longuement et plus en profondeur ce que peut proposer Avisia. Juste avant cela, peut-être vous donner la thématique, c'est peut-être pas mal, non? Comme ça, vous pourrez, vous aussi, penser, réfléchir en écoutant ce que le directeur général d'Avisia va pouvoir échanger avec un sportif. La thématique, c'est de la donnée brute à la décision augmentée. Maîtriser la chaîne de valeur data à l'ère de l'IA générative. Maîtriser la chaîne, je pense que ça va être un des éléments importants. Maîtriser, lui, il l'a fait tout au long de sa carrière. Il a maîtrisé sa carrière, même si les blessures ont pu par moments venir gêner, en tous les cas dérouter un petit peu une route qui, au final, est plus que belle. C'est une légende du rugby français, alors du côté de Toulouse. Bien évidemment parce qu'il a marqué de son empreinte 3 fois champion de France, 2 Coupes d'Europe. C'est quelqu'un qui est vice-champion du monde en 99 avec l'équipe de France. C'est plus de 30 sélections. Il est champion du monde junior avec l'équipe de France, 3 fois meilleur réalisateur, meilleur marqueur d'essai du championnat de France. Je pourrais vous en rajouter beaucoup. Il a été manager du côté de La Rochelle, ensuite du côté de Montpellier, du côté de Lyon. C'est monsieur Xavier Garbajosa. Bienvenue Xavier. Bonsoir Jérôme. La data, à ton époque, l'IA encore moins, n'était pas forcément présent. En revanche, aujourd'hui, parce que tu occupes un rôle au sein du Stade Toulousain, tu es revenu, on revient toujours dans la maison familiale. Ouais, retour aux sources, ouais, effectivement. Aujourd'hui, je m'occupe de la direction sportive du Stade Toulousain, donc ça veut dire toutes les catégories, la formation, et un bout aussi de missions de scoutisme et de recrutement. Donc effectivement, l'IA aujourd'hui, ou en tout cas la data, fait partie des outils que l'on utilise. Que l'on utilise, et vous aussi certainement qui nous regardez, vous l'utilisez peut-être, mais comme je l'ai dit dans cette thématique au départ, c'est comment on peut la maîtriser. Eh bien, c'est un peu ce que propose d'ailleurs Benjamin, notre réalisateur, va nous mettre le site internet d'Avisia. C'est ce que propose Avisia. Avisia, ça existe depuis 2007, mais finalement, pourquoi moi j'irais parler de quelque chose que je n'ai pas créé, quelque chose pour lequel je ne travaille pas. En revanche, lui, il en est le directeur général, c'est monsieur Pascal Bizarri. Bienvenue Pascal. Merci beaucoup, bonsoir. Juste avant d'avoir un petit peu l'ADN, la vision, perspective d'Avisia, il y a une pointe d'accent. Il vient d'où? De Toulouse aussi. Ah oui, d'accord. On est à la maison. Ok, on est à la maison, très bien. Ok, donc je suis entouré de Toulousains. Oui. Oui, forcément. Moi, supporter du Stade français inconditionnel, entouré de Toulousains. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, Avisia, en revanche, c'est basé à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Lyon et à Nantes. Ok, j'ai dit 2007. C'est ça. Si on devait résumer, c'est Avisia. Moi, je dirais, en ayant travaillé là-dessus, propose des projets qui vont combiner la data, le digital, technologique, l'intelligence artificielle, c'est un peu ça? Oui, exactement. On est vraiment un cabinet de conseil, on est spécialisé dans la prise de décision en entreprise en s'appuyant sur la data, sur l'IA et sur aujourd'hui l'agentique pour aller augmenter les prises de décision dans les directions métiers. Et aujourd'hui, on a plus de 350 consultants qui font ça sur tout le territoire et qui vont vraiment accompagner les grandes entreprises sur toute la chaîne de valeur de la data. Donc aussi bien des niveaux COMEX, C-level pour la décision stratégique de comment utiliser cette data, jusqu'à le déploiement et la mise en œuvre opérationnelle auprès des équipes métiers et informatiques. Alors, juste avant qu'on démarre cette émission, ils ont échangé et j'ai cru comprendre que Avisia était aussi dans le sport. Oui, exactement. Comme on travaille dans ce métier de la data et de l'IA, pour nous, on a aussi une mission qui est d'évangéliser et d'acculturer en fait le plus grand volume de personnes, parce que c'est des choses qui vont nous toucher, qui nous touchent déjà dans notre vie, mais qui vont nous toucher de plus en plus. Et un moyen qu'on a trouvé pour acculturer les gens, c'est de traiter des sujets, on parlait de notre expertise dans les entreprises, des sujets grand public qui plaisent. On prédit les Miss France, on prédit les résultats au niveau du foot, on travaille sur le scoutisme. Comme ça, on peut toucher des sujets où on va expliquer quelque chose de très concret pour les gens, avec des concepts un peu plus compliqués, et les gens comprennent un peu comme ça comment fonctionne la data, comment fonctionne l'IA, et comment ça peut aussi s'appliquer à leur quotidien à eux.
Comment ça peut s'appliquer au quotidien, pour vous d'ailleurs. Et puis, je vous ai donné la thématique centrale. Il y aura 3 autres sous-thématiques. La première, structurer la valeur de la data, l'impact métier. Il a commencé à en parler, Pascal, par rapport à ça. L'IA et IA générative vers la décision augmentée. Puis on terminera sur la partie de gouvernance, confiance et leadership de data. Parce que peut-être qu'à un moment donné, il faut quand même que l'humain essaye de garder la main. Alors, messieurs, structurer la valeur de la data à l'impact métier. La performance ne vient pas, je dirais, de la data, Pascal, mais peut-être de sa structuration, non ? Oui, tout à fait. En fait, la data, c'est comme une matière première brute qui, globalement, si on la prend de façon isolée, ne va pas servir à grand-chose. Par contre, de venir la travailler, de venir la transformer et de venir la rendre utilisable par des humains dans de la prise de décision, c'est là que ça va créer de la valeur parce qu'on va avoir de la valeur ajoutée à partir du moment où on va réussir à influencer un comportement ou une prise de décision par un éclairage de la donnée qui n'aurait pas été fait sans. Et donc, on va venir factualiser quelque chose qui peut être à la base intuitif, où on a un feeling sur quelque chose et la data vient l'éclairer et aider dans la prise de décision. Dans le rugby, comment vous structurez justement ces informations autour des joueurs ou des performances ? Bon, il y a plusieurs volets. Il y a le premier, il y a le suivi un peu physique des joueurs avec un monitoring, un GPS qu'ils portent sur chaque séance, qui nous permettent de pouvoir calculer les volumes de course, les intensités et aussi les chocs. Alors, ça, c'est aussi sur la gestion des charges de la semaine. Et ensuite, il y a tout un tas de travail, j'allais dire, analytique sur des données factuelles. Mais la problématique, c'est, comme disait Pascal, c'est l'interprétation que l'on a. Et comment on s'en sert pour effectivement sortir un joueur parce qu'on sent que ses performances ne sont pas les meilleures que l'accoutumée. Est-ce qu'il est en fatigue? Est-ce qu'il a un problème par ailleurs? Donc il y a plein de choses. Ça nous donne, finalement, ça nous questionne. Ça nous questionne. Et sur la prise de décision, ça nous aide. Mais l'humain, quand même, reste à un moment donné, par rapport à l'expérience qu'est la nôtre, la seule décision. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, et nous, dans le rugby, on en parlait tout à l'heure avec Pascal, sur le scoutisme, sur les profilages de joueurs, sur le remplacement, sur les jokers médicaux, sur une équilibre d'équipe, on va chercher quelques signaux qui sont palpables, factuels, pour pouvoir remplacer ou recruter les joueurs. Mais après, on est, nous, aux prémices de l'utilisation de la data dans nos domaines finalement de sport de haut niveau, et notamment rugby, parce qu'on est un sport, vous le savez, qui a beaucoup de règles, et qui finalement est une multitude de données qu'il faut savoir gérer et interpréter le plus simplement possible. De ce fait, si je reprends le propos là de Xavier, Avisia pourrait comment s'intégrer par rapport au... Alors là, c'est le Stade Toulousain, puisqu'il vient d'en parler, mais justement par rapport à ce que propose Avisia depuis 2007, je le rappelle, création de l'entreprise. Oui, nous, dans ce type de cas de figure, on va intervenir tout d'abord, on va venir récupérer l'ensemble des volets de données que Xavier présentait. On va essayer de les récupérer, de les mettre dans un stockage unifié, donc regrouper l'ensemble des informations qu'on peut avoir dans un même endroit. Ensuite, on va travailler chaque donnée brute pour la transformer en un indicateur de performance. Les données GPS, où on voit à quelle allure les joueurs courent, on va pouvoir transformer ça en nombre de courses à haute intensité pour avoir des indicateurs factuels qu'on va essayer de restituer de 2 façons. Une façon qu'on va appeler self-service, c'est-à-dire sous forme de reporting ou sous forme d'analyse déjà toute prête qui permettent de comprendre un peu la typologie du joueur. Et des indicateurs plus complexes où on va utiliser des algorithmes, où là on va créer des nouveaux, ce qu'on va appeler des assets, où on va catégoriser en une typologie de profil, par exemple. On va segmenter, on va dire ça c'est un joueur qui est plutôt créatif, ça c'est un joueur qui est plutôt besogneux, à partir de l'ensemble de ces indicateurs. Et ça va créer des macros insights qui vont pouvoir être utilisés pour ensuite cette fameuse prise de décision et être injectée soit auprès du coach pour de la prise de décision en direct, soit auprès du staff pour préparer un plan d'entraînement spécifique en fonction des qualités et des points à travailler du joueur. Et on va comme ça graviter pour partir de la donnée brute vers une matière qui est exploitable par chaque typologie de gens qui vont la consommer.
Ça paraît assez simple, expliqué de manière aussi brillante comme l'a fait Pascal. Est-ce que cette exploitation, cette manière en fait de passer de la donnée brute à une décision exploitable, c'est quelque chose que tu as vu arriver toi, alors, tu as arrêté ta carrière, après tu as basculé en tant que manager, je le rappelle, La Rochelle, Montpellier, Lyon, que tu as vu arriver et quelle est la compréhension du milieu par rapport à ça? Bon, déjà, aujourd'hui, à l'image de la société et des nouvelles technologies, bien entendu que le sport de haut niveau ne passera pas à côté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réussite d'une performance ou en tout cas un échec sur un match, il est multifactoriel. Mais la part finalement d'incertitude, de choses que l'on ne maîtrise pas, elle existe, mais on essaye de la réduire le plus possible. Donc, toutes ces données, toutes ces charges, toutes ces études que l'on peut faire, par exemple sur l'analyse de l'adversaire. Sur l'analyse de l'adversaire, effectivement, on peut avoir un mapping sur un terrain pour savoir si sur les jeux au pied, dans telle zone, ils sont beaucoup plus friables que d'autres. Donc ça peut nous inciter à monter une stratégie d'aller attaquer cet espace-là. Sur les rideaux, sur tout un tas de paramètres propres à notre sport, qui est quand même relativement complexe pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais puis on a peu ou pas finalement d'antériorité, nous, sur ces données-là. On s'en sert, ça nous intéresse, parce qu'en tant qu'entraîneur, en tant que manager, tout est bon à apprendre pour essayer de se donner de nouvelles visions, de nouvelles façons, peut-être méthodologies d'entraînement, parce que tous les jours, on se pose la question de savoir comment mieux faire. Et aujourd'hui, avec ces données-là, ça nous permet aussi, sur la prévention des blessures, sur la fraîcheur et la motivation intrinsèque des joueurs, sur tout un tas de choses. Mais effectivement, chaque donnée traitée, comment nous l'interprétons, elle n'est pas forcément à la prise de décision derrière. C'est un élément en plus qui nous permet à la prise de décision de pouvoir finalement nous inciter à ou pas. Il y a des entreprises qui aujourd'hui peuvent échouer dans leur projet de data. C'est ce que Avisia peut proposer justement pour éviter ces échecs. Ouais, aujourd'hui il y a beaucoup de projets data qui vont échouer. Et en fait, ce qu'il faut se dire dans un projet data et plus généralement un projet technologique, il y a 20% du projet, ça va être la partie technologique. Il y a 80% du projet, ça va être la partie humaine et organisationnelle. Et les projets qui échouent sont souvent des projets où on va se focuser que sur la partie technologique et on va essayer de faire le meilleur produit ou le meilleur algorithme qui répond à ce que les gens ont besoin. Mais si on n'intègre pas la dimension humaine, c'est souvent des produits qui vont rester dans un tiroir et les gens vont dire ce truc-là, ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas, c'est que ils n'ont pas utilisé ou on ne les a pas accompagnés à bien l'utiliser et on n'a pas fait cette pédagogie pour savoir comment bien utiliser l'outil. Et donc, du coup, ça reste dans les tiroirs et c'est pas utilisé. Et même si c'est bien fait, c'est un échec. Et ça, c'est une grosse dimension qui fait que dans les entreprises, il faut réussir à accompagner. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de partir du besoin de l'utilisateur, le besoin du métier, pour venir qualifier comment la technologie peut venir aider, faire gagner du temps, prendre de meilleures décisions. Et ensuite, à partir de là, on construit le produit et on construit le produit technologique qui va s'adapter le plus à l'utilisateur final. Et aux besoins. Le besoin, parce que tout évolue vite, très vite. Avisia, tiens, on va remettre le site internet. Avisia aussi avance, évolue, propose des solutions justement pour accompagner vos projets demain. Il y a l'IA, il y a générative également. On bascule vers une décision de plus en plus augmentée, la data descriptive, la data prédictive, l'IA générative, les décisions augmentées, bref, beaucoup de choses qui vont presque plus vite finalement que là je suis en train de parler, déjà ça va déjà trop vite, il y a énormément de choses. Alors moi la première question c'est, Pascal et Xavier, c'est sur ton domaine bien évidemment, mais quelle différence entre automatiser une analyse et augmenter une décision ? Alors quand on va être dans la partie d'automatisation d'une analyse, c'est qu'on va chercher à remplacer une tâche qui peut être faite et que du coup on va automatiser de bout en bout, versus augmenter une analyse, on va être plutôt dans ce que disait Xavier, on va apporter des éléments à un humain qui à la fin va prendre ces éléments, en faire ce qu'il veut dans sa prise de décision, les utiliser, les valider ou pas les valider, mais en tout cas il va les utiliser pour lui après accomplir son action et prendre sa décision. Tout à l'heure, pendant, je vais vous dévoiler les secrets de la cuisine, avant qu'on bascule pour ce direct, ils échangeaient tous les deux. Et tu disais, Xavier, on est dans un monde de oui mais.
oui, mais non, mais oui, mais... Et finalement, tu expliquais que lorsque tu faisais les entretiens, même avec les jeunes, en devenir, les futurs garbajosa, finalement, bien, tout l'IA, toutes les datas, les données te permettent de contrer le oui mais. Oui, le numérique, et puis on voit la nouvelle génération aujourd'hui est quand même souvent sur le téléphone, donc s'alimente, comprend, s'instruit par des images, plus que par les textes. On a une génération aujourd'hui qui regarde plus d'images que ne lise des livres. Donc il faut aussi nous adapter sur la compréhension et l'acceptation de certaines choses. Il est évident qu'aujourd'hui, la data, ce sont des chiffres. Donc, quand on fait un entretien individuel avec un joueur, ou même un groupe, on utilise déjà la vidéo. Parce que la capacité de pouvoir voir les actions, certaines de ces actions positives ou d'amélioration, mais au moins on arrive à pouvoir mettre quelque chose de factuel. Et puis on se sert aussi à un moment donné des chiffres, des datas, sur les volumes de course, sur tout un tas de paramètres ou d'indicateurs de performance, atteints ou pas atteints, et qui finalement ne suscitent pas le « oui mais ». Le standard c'est ça, voilà où tu es aujourd'hui, on peut le ranquiser par des couleurs, ça fait toujours un peu moins barbare, t'es pas loin, t'es là, et derrière c'est en découler un travail physique, technique, rugbystique, peu importe, en fonction des carences ou en tout cas des points d'amélioration, avec les différents services, le coaching, que ce soit la préparation physique, que ce soit, pour pouvoir tendre et donner les outils d'arriver par là. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une notion et c'est un outil dont on se sert aussi pour ça, pour que ça soit clair. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Ce qu'il est en train de dire, c'est, en gros, si je le résume brièvement, c'est Avisia va mettre à disposition, ou va développer d'ailleurs, des outils spécifiques, qui peuvent être spécifiques pour les entreprises, pour chaque entreprise, va développer un outil pour Xavier Garbajosa et l'ensemble du staff sportif, permettant en fait, les tâches dont tu parlais tout à l'heure, celles-ci, sont robotiques. Nous, on va faire en sorte de les augmenter au maximum pour que eux derrière puissent contrer le fameux oui mais. Mais ça vaut là dans le sport comme dans les autres. Ouais, exactement. Et dans l'exemple cité par Xavier, une analyse vidéo, on va pouvoir robotiser une tâche qui prend beaucoup de temps pour l'analyse vidéo, c'est-à-dire isoler chaque séquence vidéo de chaque joueur. Sinon, il le fait à la main, il regarde la vidéo et dès qu'il y a un joueur, il coupe la séquence et il met dans un répertoire toutes les séquences du même joueur qui ont été filmées sur le match à chaque fois qu'il a eu la balle ou à chaque course qu'il a fait. Ça, typiquement, c'est une tâche qu'on va automatiser parce qu'elle n'est pas vraiment à valeur ajoutée par rapport à l'analyse vidéo. Par contre, derrière, lui va pouvoir se concentrer sur chacune des séquences, pouvoir aller faire l'analyse de la séquence, gagner du temps sur ça et pouvoir après rajouter le ranking, la couleur, l'analyse vraiment pour après aller faire la pédagogie auprès du joueur. On parle là, depuis tout à l'heure, messieurs, vous évoquez cette IA générative. Pascal, on en est où dans les usages concrets, je vais y arriver, dans les entreprises, aujourd'hui, au moment où on se parle? Ouais, alors tu as parlé de IA descriptive, prédictive, IA générative, et même maintenant il y a la partie agentique, où on est allé un cran plus loin. Exactement, où on va venir se servir de tout ça pour venir exécuter des tâches de façon complète. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous on part toujours des besoins des utilisateurs. On a mis en place un produit qu'on appelle la fresque de l'IA générative et l'agentique, qui permet à chaque personne de pouvoir s'approprier les concepts et nous aider à dire, voilà, moi dans mon métier, comment ça va se mettre en place et à quoi ça va me servir. Et on part de ces besoins-là pour aller créer nos projets et nos cas d'usage. C'est un exemple j'ai un exemple tout bête, on accompagne le Club Med. Le Club Med, on a travaillé avec eux, ils avaient des problématiques sur comment rendre accessibles les indicateurs de performance des Club Med et des ventes au top management, au COMEX. Sachant que au COMEX, les gens, ils n'aiment pas regarder des reportings, ils n'aiment pas aller dans des fichiers Excel, ils veulent avoir la réponse tout de suite, directement. On a créé avec eux un outil qu'on a appelé le gentil requêteur, pour rester dans l'univers un peu du Club Med, qui est un agent en fait, qui va centraliser et qui va accéder à l'ensemble des bases de données, à qui on va pouvoir poser des questions en langage naturel, combien on a fait de ventes hier sur ce resort, et qui va automatiquement renvoyer cette requête en une analyse, va restituer le chiffre, va pouvoir permettre d'interagir en disant « Ok, est-ce que tu peux me montrer ça sous forme de graphique ?» Et donc va permettre de répondre en temps réel aux questions que peuvent se poser un membre du COMEX qui lui n'a pas envie d'aller dans un reporting ou dans un outil de data visualisation. On fait des outils de ce type-là. On fait des outils aussi chez d'autres acteurs, plus dans la gestion de la billettique des transports en Ile-de-France, qui s'appelle Comutitre, où là c'est plutôt des usages au service client,
où les gens du service client reçoivent chaque jour des emails dans lesquels les clients vont leur poser des questions. Ils doivent aller chercher, dans la question qu'a posé un client, l'ensemble des informations sur le contrat du client, vérifier sa demande, aller chercher dans des bases de données de règles de gestion, comment répondre à la question de l'utilisateur. Tout ça, en fait, nous, l'agent reçoit le mail, va récolter toutes les informations qui sont utiles, les procédures, lui fait une synthèse, lui fait une proposition de comment répondre à la question de l'utilisateur. Et comme ça, lui, l'agent humain, analyse tout ça et passe du temps sur faire de l'humain et de répondre à l'autre personne avec un message qui va être personnalisé. Et il ne perd pas de temps à aller chercher des infos, il a déjà tout sous la main. Donc ça, c'est des cas d'usage qu'on va faire un peu comme ça, jusqu'à des choses beaucoup plus poussées, ou qu'on peut faire chez L'Oréal, par exemple, où là, on a complètement maintenant mis en place ce qu'on appelle des compagnons factory, où c'est différents agents qui vont être orchestrés, et donc il y a plusieurs agents qui vont faire plusieurs tâches. Comme par exemple, L'Oréal diffuse ses produits sur différentes plateformes marketplace de vente, et donc du coup, sur chaque marketplace, la fiche produit est à remplir de différentes façons. Il va y avoir différents champs à remplir avec différents visuels. Chaque marketplace est différente. Chez L'Oréal, on a créé des agents. Un agent va remplir le champ de description, un autre agent va remplir les visuels, un autre agent va faire tout l'ensemble des tâches. Il va y avoir un agent orchestrateur qui, lui, va compiler tous les travaux des différents agents et qui va sortir la fiche finale comme elle doit être faite. Et là, du coup, il y a un humain qui arrive et qui valide que la fiche finale, elle correspond bien à la charte, à tout ce que L'Oréal veut faire, pour appuyer sur un bouton et la mettre en ligne sur la marketplace. Beaucoup de temps économisé, beaucoup de petits agents qui travaillent et qui sont orchestrés derrière. Ce qui m'amène, messieurs, et pour vous d'ailleurs qui nous regardez, nous écoutez, j'ai une question. Qui doit avoir le dernier mot ? L'algorithme ou l'humain ? Je vous laisse, je vous pose la question. Entre Toulousains, vous pouvez même parler en occitan, si vous voulez. Allez, je commence, je me jette. Moi, je pense qu'il faut quand même que l'humain puisse être décisionnaire. C'est se servir de tous ces éléments-là, qui sont finalement des éléments aidant à la prise de décision. Et comme disait Pascal, si je dois retenir une chose, c'est que finalement, on va limiter quoi ? Le temps de recherche, de compiler toutes ces informations. Et puis surtout, on va sûrement limiter les erreurs. Malgré tout. Même si l'humain, à la fin, c'est quand même lui qui a la relation client, c'est lui qui va envoyer le mail, c'est lui qui va peut-être avoir une voix. Mais tout le travail qui est fait en amont, il est fait par les agents et tout ce travail-là. Et pour nous, sur notre sport, et surtout encore plus au Stade Toulousain, pour lequel quand même l'initiative, la vitesse, l'adaptation, ce sont des maîtres mots dans notre formation, et qu'aujourd'hui, enlever une forme de spontanéité aux joueurs, ça serait finalement réduire son talent. Donc on est plus, en tout cas, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait avec Pascal, il faut s'adapter aussi à l'environnement qui est le nôtre. Nous, notre environnement, notre philosophie, notre ADN, c'est celui-là. Mais dans d'autres clubs, c'est différent. Et peut-être que des outils peuvent nous servir à nous, et finalement, nous desservir dans d'autres cas. Donc il faut s'adapter aussi à l'environnement. Pour nous, pour moi en tout cas, personnellement, je resterai quand même avec l'humain, le dernier décideur. Oui, je suis tout à fait d'accord de toute façon, parce que dans les exemples déjà que j'ai cités, il y a que des exemples dans lesquels on arrive, on part de l'utilisateur, on lui met à dispo des outils et on lui redonne la décision à la fin, parce que nous, on croit vraiment en ça. On n'est pas dans cette histoire dans cette optique de remplacement, parce que à la fin, il y a déjà des notions de la qualité du jugement humain reste toujours meilleure sur ces aspects-là. Et à la fin, il y a aussi une notion de responsabilité. Il faut que la décision, elle soit prise et il y ait quelqu'un qui porte la responsabilité de prendre la décision. Et ça, techniquement, il n'y a que l'humain qui peut porter cette responsabilité-là. Ce qui nous amène à la dernière partie, la partie gouvernance, confiance, leadership, la data. Mais il y a un moment donné, on est en train de le comprendre quand même que oui, ça permet de faire gagner du temps. Oui, parce que Avisia peut vous développer spécifiquement pour vous, dans vos besoins, en fonction aussi de la map qui va être définie. La vraie transformation, finalement, est-ce qu'elle ne serait pas un peu culturelle et managériale ? Alors la culture, c'est vraiment un des aspects qui est le plus important pour être une organisation mature dans l'utilisation de la donnée. Il faut vraiment mettre en place cette culture. Et cette culture, la diffusion passe par l'exemple. On a vu des entreprises qui ont raté cette transformation parce qu'elles ont érigé la data comme une culture, tout là-haut, mais pour les autres. C'est-à-dire que justement au niveau top management, il fallait que l'organisation devienne data-driven, mais eux ne l'utilisaient pas parce que c'était compliqué, parce que c'était pas intéressant, mais c'était un truc qu'il fallait qu'il soit fait dans les équipes.
Et ça, en termes de culture data, ça ne marche pas parce que on infuse cette culture par l'exemple. Et quand on commence à faire chaque réunion où on va s'appuyer, comme dans les entretiens individuels que tu disais, on va s'appuyer sur une vidéo et sur de la data pour montrer à des jeunes ou à des salariés qu'on analyse leur performance et on s'appuie sur la data pour ça. Là, on commence à diffuser de la culture. Là, les gens comprennent que c'est vraiment utilisé à tous les niveaux. Et par l'exemple, on peut raccrocher un peu tout le monde dans cette vision. Comment, par rapport à ce qu'il est en train de dire, Pascal, Xavier, comment on fait pour créer la confiance dans un groupe quand le groupe, donc l'individu, sait que les décisions potentielles que tu es en train de prendre lors d'un entretien individuel, mais tu as dit les entretiens collectifs aussi, sont basées sur des données? Comment le groupe il peut avoir confiance au-delà du palmarès, de la carrière magique que tu as fait? Comment il peut avoir confiance puisque tu lui dis, ou tu dis au groupe ou à l'individu, bon ben voilà, j'ai collecté grâce à Pascal et à Visia les données, je les ai, les rankings, les couleurs, tu as dit on va mettre des couleurs, c'est un peu moins barbare, mais comment il peut avoir confiance? Je pense qu'il doit avoir tout à ton confiance quand on se sert des valeurs. C'est les choses que l'on peut maîtriser. Mon interprétation à moi, à travers mon prisme, peut être perturbée par d'autres choses, pour lesquelles, quand j'ai un joueur en face, est-ce que je le juge sur l'homme qu'il est? Est-ce que je juge sur son rugby? Est-ce que je juge sur son engagement, son investissement? Donc parfois, l'interprétation, elle peut être aussi un peu distorsionnée. Donc là, aujourd'hui, avec des éléments probants, factuels, je pense que la confiance est de mise parce que finalement, il n'y a pas finalement de faille. C'est soit j'ai respecté mon indicateur de performance décidé partout et validé, j'y suis ou j'y suis pas. Il n'y a pas les oui, mais non, mais. Donc finalement, c'est toujours plus difficile de pouvoir faire entendre raison ou en tout cas arriver à un consensus quand ces interprétations de choses et pas forcément l'émetteur et le récepteur sont en capacité d'écouter les choses. Là, pour moi, ça laisse peu de place au doute finalement. Donc finalement, quand il n'y a pas de doute, je pense qu'il y a une forme de confiance et de clarté. Et je compléterai en disant que justement, on peut l'acquérir aussi sur le côté d'avoir trois facteurs qui sont un peu importants. C'est la partie qualité de l'information. Quand on va s'appuyer sur un indicateur, il faut que la façon dont on le calcule et la qualité de la donnée qu'on a mis dedans pour que du coup on s'appuie dessus, la qualité soit au rendez-vous. Qu'ensuite, il y ait une traçabilité, qu'on sache d'où viennent l'information qu'on va utiliser et là, pour l'exemple du joueur, qu'il la comprenne en disant ça vient des données GPS, donc voilà d'où vient la donnée, et qu'on soit capable de l'expliquer en disant que quand on va utiliser des indicateurs, ok, le rouge, ça veut dire que tu es trop loin de l'objectif. Orange, tu n'es pas loin de l'objectif. Vert, tu es dans l'objectif, donc tu maintiens. Quand on a ces trois faisceaux-là, la confiance, elle se crée assez rapidement. Aujourd'hui, Pascal, directeur général de Avisia, le cabinet conseil qui est notre partenaire à l'occasion de ce dîner VIP organisé par Agora Manager Group. Aujourd'hui, c'est quoi le rôle stratégique d'un Data Chief Officer, d'un DSI, d'un CDO ? Aujourd'hui, c'est un rôle qui est assez structurant et stratégique dans les organisations. Pour moi, c'est les business partners qui viennent être le garant de la cohérence de toute la chaîne d'utilisation de la donnée dans les entreprises et qui viennent en support de la stratégie business de l'entreprise pour mettre à disposition les outils pour venir en support de ça. Et c'est un rôle qui est vraiment très, on va dire, très important parce que derrière, c'est eux qui sont, qui vont apporter les bonnes solutions et les bons outils. Dans un monde qui change et à une vitesse assez importante, aujourd'hui, on parle de CDO, on parle de DSI. Je pense que demain, ces frontières, elles vont un peu s'évaporer un peu parce que historiquement, on avait d'un côté les gens qui allaient traiter de la donnée, de la data au sens tabulaire, des chiffres et des données dans des bases de données. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec l'IA générative, les procédures, on va aussi traiter de la donnée textuelle, des documents, de la connaissance. Et donc, on va avoir aussi une émergence d'un rôle plus de responsable de la connaissance en entreprise qui mixera à la fois la data, mais aussi de la connaissance textuelle qu'il faudra réussir à savoir combiner. Donc on est à mon avis sur une phase un peu de pivot, de bascule dans les organisations où on va avoir des rôles un peu comme ça de responsable de l'information de l'entreprise plutôt que de responsable de la donnée d'un côté, de responsable de l'informatique de l'autre, quoi. Pour conclure d'abord avec toi Xavier, ensuite on terminera avec Pascal Bizzarri, le directeur général du cabinet Avisia.
par rapport à tout ce qui a été dit, Xavier, on a le sentiment que même, que le sport en général, et ton sport en particulier, a pris conscience que l'IA, la data, on ne pouvait plus faire ça en fait. Ça n'empêche qu'il peut y avoir encore les fameux cahiers sur lesquels on peut écrire les stratégies, mais en fait aujourd'hui, tu peux plus, tu es obligé. Non mais c'est le cas, on a toujours les cahiers, et on écrit beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche la performance, puisqu'on est tout le temps dans la recherche de cette performance, comment faire mieux pour aller chercher des détails, puisque, encore une fois, la réussite d'un projet est multifactorielle, donc on essaie de limiter finalement toutes les choses qui pourraient ne pas nous faire aboutir à cet objectif commun. La data aujourd'hui, de par notre génération, de par l'évolution des nouvelles technologies, nous amène malgré tout une autre vision de certaines choses, qui jusqu'à aujourd'hui, on le faisait un petit peu de par l'expérience qui était la nôtre, par rapport un petit peu, j'allais dire, au pif, si vous me permettez l'expression. L'intuition. Avec une marge quand même de peut-être d'erreur qui parfois pouvaient avoir des conséquences importantes. Aujourd'hui, je ne dis pas que la précision elle reste humaine, mais ça nous évite de pouvoir, ça nous donne la possibilité de réduire ce champ peut-être d'erreur et d'avoir en tout cas tout un panel d'outils qui nous permettent de pouvoir avoir une réflexion un peu plus posée et sûrement un peu plus fine. J'ai une question un peu plus personnelle. Toi qui nous as fait, avec tes collègues, rêver notamment en 99 et ce parcours venu d'ailleurs lors de la Coupe du Monde pour aller jusqu'en finale face à l'Australie et cette malheureuse défaite, mais cette victoire historique qui est restée dans les mémoires, dans la légende face à la Nouvelle-Zélande. Est-ce que si ça avait existé, ça aurait permis à l'époque, à vous, les joueurs, toi tu étais titulaire à l'arrière, peut-être de pouvoir avoir ce petit plus qui vous a manqué en finale, la fraîcheur Je n'irai pas jusque-là parce que les outils, si on tentait qu'il y a 30 ans existaient, ils auraient existé pour toutes les autres équipes. Sauf que je pense que nous, en termes d'individus, on aurait peut-être fait des meilleurs joueurs de rugby, un peu plus monitorés, à savoir comment, les préventions des blessures. On était dans un monde où on était très peu suivi finalement médicalement. Aujourd'hui, quand je vois les moyens qui sont mis sur l'accompagnement médical, sur la préparation mentale, sur la préparation physique, aujourd'hui c'est devenu effectivement un gros morceau sur les ressources de club, sur l'accompagnement du joueur pour le mettre dans les meilleures conditions. L'objectif pour nous, c'est de tirer la quintessence de chacun pour un objectif commun, donc au sein d'un collectif. Mais effectivement, mais aujourd'hui, avoir ce genre de données il y a 30 ans, oui, je pense que ça aurait été intéressant de pouvoir s'en servir et on aurait été sûrement des meilleurs joueurs. En tous les cas, tu as été un très grand joueur, une des légendes du rugby français, et du côté de Toulouse, je ne vous en parle pas. Pascal Bizzarri, le directeur général d'Avisia, avec toi, il parlait là à l'instant même des objectifs individuels / collectifs. L'objectif d'Avisia, c'est d'accompagner les entreprises, et ce, quel que soit le secteur. Exactement. Dans tous les secteurs, on va essayer d'accompagner à cette diffusion de la culture, de la data et d'évangéliser les plus grands nombres, de se positionner comme un partenaire pour justement aller auprès des utilisateurs pour voir comment ces outils, ces technologies peuvent aider à supporter la stratégie business de l'entreprise qui veut se développer et à chaque fois à mettre entre les mains des utilisateurs les bons outils pour leur permettre de prendre des décisions augmentées. Permettre de prendre des décisions, eh bien peut-être que cet échange nourri entre Xavier Garbajosa et Pascal Bizzarri, le directeur général d'Avisia, vous a permis vous aussi de prendre ou des décisions, ou en tous les cas d'avoir une vision pour demain. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là, présents pour cet échange, ce dîner VIP organisé par Agora Manager Group avec notre partenaire Avisia. À très vite pour discuter encore de la data, de l'IA qui va évoluer et qui évolue déjà. Je suis déjà en retard. Déjà, il a déjà évolué, encore un petit peu plus. Merci en tout cas, merci aux équipes techniques dirigées par Benjamin, souhaitées notamment. À bientôt.